La télévision malienne fête ses 40 ans cette année. Pour relater son histoire, nous vous proposons ce soir un grand format avec des témoignages des pionniers du secteur. C'est une signature de Cheikh Oumar Sangaré dans le cadre de la journée mondiale de la télévision célébrée tous les 21 novembre. Maïmouna Sanogo, amputée des bras, et Bobosso, brûlée vive. Elles sont toutes deux victimes de violences. Pour le premier semestre de cette année, 4500 cas de violences basés sur le genre ont été recensés. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme, Awa Makamara fait un focus sur deux victimes. L'invité de ce 20h est Madame Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, avec elle il sera question de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La campagne a été lancée hier, 25 novembre. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je reviens vers vous dans quelques instants. Merci. Hier, Bamako a abrité les travaux de la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué final. Suivant ce communiqué lu par Aliou Daouda, secrétaire général du ministère des Finances du Niger, des propos recueillis par Nroum Sissoko. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique à travers la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, le 16 septembre 2023 à Bamako. Cette ambitieuse vision s'inscrit en droite ligne de la volonté des chefs d'État, leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État de la République du Niger, d'œuvrer à la sécurisation, à la promotion de l'indépendance économique et à l'Iptako Gourma. Sur instruction des trois chefs d'État, les ministres chargés de l'économie et des finances ont décidé de la tenue de la réunion ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l'espace du Liptako Gourma. Les ministres ont examiné des questions de développement économique et social, notamment de grands projets structurants. Les ministres ont formulé les recommandations suivantes. L'accélération de la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l'AES. L'amélioration de la libre circulation des personnes dans l'espace AES. Le renforcement de la fluidité et de la sécurisation des corridors d'approvisionnement en luttant notamment contre les pratiques anormales et les tracasseries de l'espace AES. L'accélération de la mise en œuvre des projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, de réseaux routiers, aériens, ferroviaires et fluviales dans les États de l'AES. La création d'une compagnie aérienne commune aux États de l'AES. Le développement des aménagements hydro-agricoles d'intérêt commun dans l'AES pour booster la production agricole. La construction et le renforcement des projets d'infrastructures, barrages, pistes rurales, routes, périmètres pastoraux, parcs de vaccination des animaux, etc. La mise en place d'un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois États de l'AES à travers des organes dédiés, stock de sécurité alimentaire, système d'alerte précoce, observatoire des marchés agricoles. La mise en place d'un fonds pour le financement de la recherche et des projets d'investissement énergétique et en matière de substances énergétiques, notamment à partir de l'exploitation des ressources minières.
La réalisation des projets de centrales nucléaires civiles à vocation régionale, l'élaboration d'une stratégie commune d'industrialisation des pays de l'Alliance, la mise en place d'un comité d'experts pour approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire, la promotion de la diversification des partenariats, la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES, la mise en place d'un comité technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion ministérielle. Des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel étaient ce matin à la raffinerie Kankou Moussa. Les visiteurs ont apprécié le travail fait par cette raffinerie et échangé avec la direction sur les questions environnementales. Reportage Mamadou Fani. Cette visite des membres de la commission sciences techniques et environnementales du Conseil économique, social, environnemental et culturel à la raffinerie Kankou Moussa vise à s'enquérir des conditions de travail de cette structure. Une structure créée en 2015 qui traverse actuellement quelques difficultés. Pour la relance de la raffinerie, vous savez, avec la nouvelle dynamique du pays, nous avons espoir que les choses vont changer et que la raffinerie puisse enfin avoir à hauteur de souhait de la matière première qui est de l'or et pour pouvoir processer cela et créer toute la valeur ajoutée qu'il faut avec. Avec plus de 100 kg d'or traités par jour, soit environ 40 tonnes par an, la raffinerie Kankou Moussa crée de la valeur ajoutée pour l'or malien. À partir des installations que nous avons pu voir, nous constatons vraiment que les capacités sont même élevées pour pouvoir faire des traitements. Et je vous assure que même les pays voisins peuvent envoyer leurs produits afin de pouvoir subir des traitements et avoir de l'or pur. Les membres du conseil ont ensuite visité les installations de la raffinerie et ont eu une séance de travail avec la direction, ce qui a permis de comprendre les défis auxquels la raffinerie est confrontée. La 20e réunion annuelle des services de transport s'achève sur d'importantes recommandations. Parmi celles-ci, le renforcement de la sécurité sur les voies fluviales et la desserte de l'intérieur du pays par la voie aérienne. Le compte-rendu de Batraouri. Après 2 jours de débat sur le thème central promotion et sécurisation des transports, la 20e réunion annuelle des services de transport s'achève sur de bonnes notes. Des recommandations ont été formulées dans le sens de la prise en compte des insuffisances constatées. Il a été décidé que le transport fluvial aura toute la plénitude de son envergure. De nouveaux bateaux seront commandés et puis la sécurité a été renforcée. Il a été décidé aussi de promouvoir, de continuer à rendre périn le trafic ferroviaire voyageur entre Bamako et Caille. Ensuite aussi, il a été décidé la desserte nationale sur le plan aérien puisse être pérenne aussi. Au département, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage au sortir de cette 20e rencontre annuelle des services de transport. Je voudrais au nom du département vous assurer que ces recommandations que vous venez de formuler seront mises en œuvre avec l'accompagnement du département et avec tous les acteurs. Et également, un comité sera mis en place par rapport au suivi de la mise en œuvre des recommandations, ainsi qu'un plan d'action sera élaboré. Le souhait de formuler des recommandations réalisables en une année a été exprimé lors de cette réunion, ce qui devra permettre de gagner en efficacité. Ce dimanche 27 novembre, les FAMA ont repéré un véhicule appartenant aux terroristes venus se ravitailler dans le village d'Ikadiwan, à 65 km au nord de Menaka. Grâce à la vigilance et à l'efficacité de nos vecteurs aériens, le véhicule a été suivi et détruit. La traque des terroristes se poursuit pour assurer la quiétude des populations et une paix durable sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Campagne des 16 jours d'activisme. Depuis hier soir, le monument de la paix s'illumine aux couleurs de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le top de part de cette illumination est donné par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en compagnie de la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, Mariam Koulibaly.
Les lumières aux couleurs orangées sur le monument de la paix sont porteuses de messages contre les violences basées sur le genre. Elle invite les concitoyens à œuvrer pour la paix et à user les voies pacifiques pour les règlements des conflits. Nous sommes là pour lancer à travers cette illumination les messages de paix, de cohésion sociale et de respect des droits humains. Pour simplement aussi dire non à toutes les violences et spécifiquement celles faites aux femmes et aux filles. Au regard des statistiques, ce sont des milliers de femmes et de filles qui sont victimes cette année au Mali d'assassinats, des coups et blessures graves, ainsi que des viols et autres formes de violence. Il est temps que le monde entier, partout au monde entier, que ces crimes arrêtent. Ils n'ont pas de place. Il n'y a pas d'excuse aux violences faites aux femmes et aux enfants. Et comme son Excellence le Premier ministre l'a dit, il ne peut pas y avoir de développement avec des violences faites aux femmes et aux filles. En plus du monument de la paix, ces lumières orangées seront également sur la tour de l'Afrique et la porte d'entrée des logements sociaux de Niamana pour passer le message auprès du public. Je vous l'annonçais dans le sommaire, nous avons comme invité ce soir Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir, Salimata. Vous avez lancé hier, 25 novembre, la campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Quelle est la symbolique de cette campagne-là? Merci pour cette question. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités de notre pays, notamment le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et l'ensemble des membres du gouvernement. Mais aussi remercier les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des téléspectateurs. Pour revenir à cette question, je voudrais dire que la symbolique qui est derrière ces lancements, c'est vraiment une période de forte communication, de très forte communication pour faire une sensibilisation, des actions d'information, mais aussi des plaidoyers à l'endroit de l'ensemble de la population malienne afin qu'on puisse éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'ampleur des violences basées sur le genre au Mali? Est-ce que vous avez des chiffres? Des chiffres, oui, nous en avons. Parce que si on prend la dernière décennie, c'est-à-dire de 2012 à 2022, on peut se rendre compte qu'il y a eu une croissance exponentielle des violences basées sur le genre au Mali. En 2012, nous étions environ à 2383 cas de violences basées sur le genre. Et 10 ans après, soit en 2022, nous nous retrouvons avec 14 000 et quelques. Si j'ai bonne mémoire, exactement 14 264 cas. Ça veut dire beaucoup. Et rien que la période de 2021 à 2022, nous avons connu plus de 5 000 cas de plus. C'est-à-dire de 9 150 cas, nous sommes passés, comme je l'ai dit, à 14 264 cas. Ça veut dire beaucoup et ça doit interpeller l'ensemble de la population malienne. Madame le ministre, je vous invite à suivre ce dossier de la rédaction. Vous l'avez dit, en tout cas, pour le premier semestre de cette année, plus de 4 500 cas de violence basés sur le genre ont été recensés. Parmi ces cas, celui de Maïmouna Sanogo, amputée des bras, et la petite Boboso, brûlée vive par son conjoint. Les questions des violences faites aux femmes ont atteint une proportion inquiétante. Il urge donc d'agir en mettant en place des instruments juridiques qui protègent les femmes. À la faveur de la célébration de la campagne des 16 jours d'activisme, la rédaction a consacré un grand format sur la question. C'est réalisé par Awa Ditma Kamara. Cette image atroce est celle de Boboso. Pendant des années, cette jeune dame de 21 ans a connu l'enfer de la violence conjugale.
Brimades, insultes, humiliations, traumatismes jusqu'à ce jour fatidique du 17 octobre 2023. Vous l'aurez compris, Bobo a été aspergé d'essence par son conjoint. La scène horrible s'est passée à Douni, situé à 20 km de Nara. L'homme arrêté par la gendarmerie de Nara a reconnu les faits. La victime, grièvement blessée, décède à l'hôpital Gabriel Touré une semaine plus tard, après les premiers soins pris en charge par Amsoft. Il y a un docteur qui a évacué réanimation be docteur Somina ko ka blakata donc anya do ambulance kono ko kunda Gabriel Touré. De janvier 2023 à nos jours, 4591 cas ont été rapportés au programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. L'on retient, selon PNVBG, 3 cas d'assassinat, un cas de décès suite à un viol collectif et j'en passe. Les violences basées sur le genre, spécifiquement les violences conjugales, qui est devenu, si je peux m'exprimer ainsi, un problème réel aujourd'hui au Mali, avec tous les cas que nous avons enregistrés depuis 2022 jusqu'en 2023, et surtout par rapport au féminicide, c'est-à-dire les violences conjugales qui se sont soldées par des décès des femmes. En 2023, déjà, nous avons également enregistré 3 cas. Nous avons enregistré 3 cas d'assassinat et de violences conjugales. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un problème très sérieux aujourd'hui. Parmi ces cas, il y a celui de Mariam, âgée de 35 ans. Elle a perdu ses 2 mains après une dispute avec son conjoint. Un mois après son admission à l'hôpital Gabriel Touré, Mariam s'efforce à garder le moral. Sa prise en charge se passe correctement grâce à l'appui de l'ASDAP. Parce que miri woro be janya ni folo malaje kan bi malaje ni men débrouiller ñere ka ci degré ma est-ce que ni bena se ko keble ni tena se ko keble ne albi jigi be famaw kan ni ko ni ala ka be kisi furu juguma. De janvier 2023 à octobre 2023, nous avons reçu 973 cas. Et sur les 973 cas, les violences physiques occupent la première place, c'est-à-dire 314 cas. Donc cela veut dire que les violences physiques sont très énormes et ça cause des problèmes. Les violences conjugales ont donc atteint une proportion inquiétante. Cet hôpital de 3e référence enregistre de nombreux cas en longueur de journée. Les cas viennent lorsqu'il y a une plainte à la police ou bien à la gendarmerie. Et en ce moment, nous sommes saisis et la victime se présente, on l'examine, on prend les lésions. En fonction des lésions, on lui donne une durée d'incapacité, les temps pendant lesquels la personne ne pourra pas du tout travailler pour raison de blessure. S'il est mort, il arrive des fois qu'on se rende même sur les lieux. Il y a des cas où nous sommes même partis avec la police scientifique pour voir l'état des lieux et examiner le corps d'abord sur place avant de le transporter à l'hôpital. Mais c'est toujours sur les réquisitions des autorités. Et pourtant, les religions musulmanes et chrétiennes bannissent les violences sur toutes ses formes. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 25 Al-Furqan, le discernement, le verset 19, وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Et qui parmi vous, maintenant injuste, maintenant nous lui ferons goûter d'un grand châtiment. Et le prophète, lui aussi, sallallahu alayhi wa sallam, d'après les hadiths d'Abu Zar, dans lesquels le messager de Dieu nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharama fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai interdit l'injustice sur moi-même et je l'ai fait aussi interdite entre vous. Ne soyez pas injustes l'un envers l'autre. Les liens qui doivent unir les membres l'homme et la femme au sein d'un couple, c'est l'amour. Et l'amour doit être cultivé, doit être entretenu, doit être développé. À la lumière des différents témoignages, on peut affirmer que les violences conjugales sont en train de devenir un véritable problème de société dans notre pays.
Nous sommes stressés, il y a beaucoup de malaise. Les gens, la preuve en est dans la circulation, un petit mot, un petit geste peut dégénérer en violence physique. Et nous accumulons dans la rue des frustrations. Il faut bannir les violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou morales, car la vie de l'être humain est sacrée. À ce stade, il est donc impérieux d'adopter une loi afin de préserver la vie humaine. C'est une bonne loi, c'est la prévention contre les violences basées sur le genre. Et il y a plus de 500 articles. Et dans cette loi, tout est pris en compte concernant la femme. Parce que quand on dit genre, c'est la complémentarité entre les hommes et les femmes. Bon, maintenant, par rapport aux violences, pourquoi on insiste beaucoup sur la femme? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le maillon faible de la chaîne. Et il faut tenir compte. Et si on a une loi particulière pour les femmes, ça peut nous aider à gérer le problème. Et que les gens vont se rendre compte qu'effectivement, il y a une loi et il faut se méfier. Les deux textes, c'est-à-dire le code pénal et le code de procédure pénale, ont été validés. Et ils sont sur la table du Conseil national de transition. Très prochainement, nous allons commencer les écoutes par rapport à ces deux textes-là. Il urge donc de stopper l'hécatombe. Madame le ministre, des images difficiles à regarder. Oui. Nous sommes toutes les deux émus, j'imagine aussi les téléspectateurs. Selon vous, qu'est-ce qui explique ces phénomènes-là? Eh oui, ces images-là sont des images atroces, des images traumatisantes. Et on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent amener ces choses-là. Et déjà, comme on peut le voir, les deux cas qui ont été montrés tout de suite sont toutes ici des disputes conjugales. Donc souvent, c'est des incompréhensions qui ont lieu au sein des couples et qui dégénèrent. Et souvent, vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs autres facteurs. Il y a la consommation de stupéfiants, par exemple, qui devient de plus en plus accrue dans notre société aujourd'hui, qui joue beaucoup. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a les faibles poids économiques et de l'un ou de l'autre des conjoints qui peut amener ces violences. Donc c'est pour dire que la violence, les violences basées sur le genre ont plusieurs causes. Mais rien ne les justifie comme ça a été dit. Pour revenir un peu en arrière, tout de suite nous avons parlé des statistiques. Mais je veux dire ici que ça c'est des statistiques, des données qui ont été enregistrées. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'au-delà de cela, tout ce qui n'a pas été dit aussi existe. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de femmes aussi, il y a beaucoup de victimes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes des VBG, il faut le dire, mais les femmes vraiment en payent le plus lourd tribut. C'est pour cela que nous insistons sur la situation de la femme. Et on va se rendre compte qu'à chaque fois que ces cas-là se produisent, ça nuit soit au développement d'une famille, ça nuit à l'autonomisation d'une femme. Et je pense que l'image qui vient de passer illustre cela. Voici une femme qui était en pleine activité, mais qui finalement se retrouve en incapacité. Donc ça fait que nous devrons agir. Et parlant des statistiques, comme je le disais, et on peut se rendre compte que parmi les chiffres que nous venons de donner, s'il y a 96% des cas qui sont subis par les femmes, vous allez voir que la couche fille, parce que ça c'est un point très important aussi qu'il ne faut pas oublier, en subit 36%. C'est-à-dire les enfants âgés de 1 à 15 ans sont dans le lot de 36%. Donc les hommes, la couche homme et garçons ne se retrouvent que dans 1 à 3%. Donc c'est pour cela que la lutte est focalisée sur les femmes et les filles. Alors, l'un des derniers cas, c'est cette dame qui a été amputée des bras par son époux, une affaire qui vous a sérieusement touché. Vous avez été à son chevet avec quelques membres du gouvernement à l'hôpital du Gabriel Touré et le Premier ministre s'est engagé hier à prendre en charge la victime. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de l'intervention du chef du gouvernement. Une fois que la malade serait sortie de l'hôpital, je la recevrai accompagné de cette dame à laquelle j'accorderai une audience particulière et discuter avec elle pour voir ce que l'État malien peut faire pour elle. Le respect de la femme doit être une règle. Sans le respect de la femme, il n'y a pas de développement. Nous avons compris ainsi et saisi toute la réalité autour de la question
Les chiffres annoncés nous interpellent. Les images que nous avons vues tout de suite nous donnent particulièrement à réfléchir. La mobilisation, l'action des autorités de tous doivent être de rigueur. Je me fais le devoir de saluer toutes celles et tous ceux qui se sont battus depuis plusieurs années. Madame le ministre, vous avez dit tout à l'heure par rapport au taux de violence, en tout cas faites aux hommes, 1 à 3, vous avez dit. Et est-ce que vous avez déjà enregistré un cas de violence faite aux hommes? Il faut avouer que nos services en enregistrent. Nous avons le PNVBG, le programme national d'abandon des violences basées sur les genres, qui est le service indiqué au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, pour en tout cas dénoncer les cas et pour aussi mener la lutte. Mais au-delà de ça, on peut se rendre compte aujourd'hui qu'au niveau du ministère de la Santé et du Développement social, on a mis en place ces structures qu'on appelle les One-Stop Centers et qui font une prise en charge holistique des violences basées sur les genres. Et j'avoue qu'au niveau de ces One-Stop Centers, il y a effectivement pas mal de dénonciations aussi parmi la couche homme. Mais il faut reconnaître que notre société est faite de telle sorte que très généralement les violences qui sont faites aux hommes passent sous silence parce que nous sommes un pays de culture et ça fait que dans la culture des hommes, très généralement, on n'affiche pas ces violences. Sinon, effectivement, nos services en enregistrent beaucoup, mais pas à hauteur vraiment de ce que les femmes subissent comme violence. D'accord. Et revenons à l'intervention du Premier ministre. Au-delà de cet engagement personnel, est-ce que vous avez reçu des instructions de la part du chef du gouvernement par rapport à la prise en charge de cette dame-là qui a été amputée des bras? Tout à fait. Je pense que c'est le lieu de remercier, comme je l'ai dit, l'ensemble des membres du gouvernement de la transition. Et avant hier, qui était le jour du lancement de ces jours d'activisme, il faut avouer qu'il y a beaucoup de départements ministériels, des départements sectoriels qui nous ont appuyés par rapport à la prise en charge de ces cas spécifiques, mais par rapport à la prise en charge d'autres cas aussi de violences basées sur le genre. Et pour le cas spécifique de la dame qui a été amputée de ses deux bras, déjà depuis le moment où les faits ont été commis, le ministre de la Santé s'est impliqué personnellement en donnant des instructions à ses services pour qu'elle soit mise dans de très bonnes conditions d'hospitalisation. Et au-delà de ça, je pense que les images l'ont montré ici, où on a vu l'implication personnelle du ministre de la Justice et des droits de l'homme, qui a promis à ce que l'acteur de cet acte vraiment odieux soit mis vraiment derrière les barreaux, jugé et comme ça se doit. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tout le gouvernement de la transition est engagé à lutter contre ces fléaux. Et au-delà de ça, hier, le Premier ministre a fait l'engagement au nom de tout le gouvernement, au nom des plus hautes autorités du Mali, comme quoi cette dame-là va profiter d'une assistance matérielle. Parce qu'effectivement, c'est ce qui a été son cri de cœur depuis qu'elle est rentrée à l'hôpital Gabriel Touré. Est-ce que nous serons en mesure de lui donner des mains? Et je vais dire que le message est très fort et ça ne peut laisser aucune âme indifférente. Donc hier, lors de la cérémonie du lancement, nous avons eu la bénédiction et l'accompagnement des chefs du gouvernement, comme quoi tous les moyens seront réunis afin que cette dame-là puisse bénéficier de ces prothèses. Donc c'est le lieu de dire que effectivement, nous avons l'accompagnement du gouvernement, l'accompagnement du président de la transition par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Alors, des projets de loi contre les VBG sont sur la table du CNT et à quand leur adoption? À quand leur adoption, je voudrais dire, madame, que c'est un processus. C'est un processus qui implique plusieurs acteurs. Comme vous pourrez le comprendre, nous sommes dans les concertations parce que nous voulons que cette loi fasse l'unanimité. Il ne faut pas occulter que les violences basées sur le genre ont longtemps fait l'objet de polémiques dans notre société. Mais de plus en plus, c'est en train d'être compris que finalement, c'est un problème de société, c'est un problème de santé publique, puisque ce sont des actes qui nuisent à une personne, qui privent une personne de son intégrité physique. Donc ça fait qu'effectivement, il y a l'avant-projet de loi pour la lutte contre les violences basées sur les genres
qui est dans les coulisses depuis les années 2017, mais des concertations aujourd'hui sont en train d'être faites au niveau de toutes les sensibilités, au niveau de toutes les couches de la société, afin qu'au moment de son adoption, vraiment, nous puissions être unanimes que c'est le document qu'il nous fallait pour lutter contre les violences basées sur les genres. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé en 2018 la campagne Tous Unis d'ici à 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. C'est tenable 2030 pour bannir à jamais les violences? Oui, je pense bien que c'est tenable. Nous sommes en 2023, il reste quand même quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, pour lutter contre les violences basées sur les genres, nous pouvons constater l'implication des différents acteurs. Il y a l'État, il y a les partenaires techniques et financiers, nous avons les organisations de la société civile, notamment les ONG nationales et internationales, et même les bonnes volontés. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même un fort engagement à éradiquer, pas à lutter ou à ralentir, mais vraiment à éradiquer. Donc je pense que le délai de 2030 est réellement tenable. Mais pour que cela soit tenable une fois de plus, il faut l'implication de toute la société. Et il faut que toute la société malienne comprenne que les violences basées sur les genres ne contribuent pas, ne favorisent pas le développement de la société et l'autonomisation de la femme qui est tant recherchée. Alors, un dernier message à lancer, Madame la Ministre? Le dernier message, il est à l'endroit des acteurs politiques, il est à l'endroit des femmes elles-mêmes, mais aussi à l'endroit de tous les auteurs des violences basées sur le genre. Et comme vous pouvez le constater, cette année, nous avons bien voulu retenir un thème en relation avec les élections. Et ce n'est pas fortuit, parce que nous savons qu'il y a des élections générales qui se profilent à l'horizon. Et effectivement, la période électorale aussi est une période très propice aux violences basées sur les genres. Parce que le constat quand même montre que c'est une période au cours de laquelle il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup d'exclusion, mais aussi il y a beaucoup d'exploitation. Il y a même des crimes rituels qui sont perpétrés sur les filles. Je pense que le cas de 2018 peut en témoigner largement, où on a un enfant qui a fait l'objet vraiment des crimes odieux. Donc nous avons bien voulu placer dans ce cadre-là pour dire que à l'arrivée de cette période-là, il faut que les femmes soient prudentes et vigilantes, mais il faut aussi qu'elles soient combatives. Il faut qu'elles sachent aujourd'hui qu'elles ont leur propre destin en main et que plus elles participent massivement à ces élections, non seulement en tant qu'électrices, mais aussi en tant que candidates, elles auront la chance d'accéder aux postes de décision, elles auront la chance de participer aux prises de décision, ce qui pourra aussi contribuer à amoindrir les cas de violence basées sur les genres. Donc, à l'endroit des acteurs politiques, moi je voudrais dire qu'ici, c'est le lieu de dire à tous les acteurs qu'il faut respecter la réglementation à la matière. C'est vrai, on parle aujourd'hui d'adoption des textes spécifiques sur les VBG, mais le Mali a ratifié beaucoup de conventions internationales et le Mali a adopté beaucoup de textes aujourd'hui qui peuvent favoriser effectivement l'éradication des violences basées sur les genres. Donc il faut qu'on se mette en phase avec la loi, qu'on respecte la réglementation en l'appliquant tout simplement. Et le message que je voudrais donner aussi aux femmes, c'est vraiment d'avoir confiance en elles-mêmes. Il faut qu'elles développent l'estime de soi. Et il faut qu'elles dénoncent ces faits-là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs institutions, plusieurs structures vraiment qui prennent en charge. On a même un numéro vert, le 80-333, qui est là. Il y a les services de police, les services de sécurité qui sont impliqués. Donc, il faut que les femmes dénoncent. Et puis, il faut que les familles aussi acceptent à ce que les femmes qui sont victimes de ces faits-là procèdent à la dénonciation. Donc, à l'endroit de la société de manière générale, je veux dire ici à la société malienne que les violences faites aux femmes et aux filles et les violences basées sur le genre de manière générale, parce que j'ai dit que les hommes aussi sont concernés par ça, ne profitent pas au développement d'une société. Donc si nous voulons une société plus juste et plus équitable, favorable au développement, il faut que nous soyons ensemble pour mettre fin à ces violences basées sur le genre. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salimata.
Parlons toujours des activités des 16 jours d'activisme. La campagne a été lancée hier, vous le savez, par le Premier ministre. Et depuis ce samedi, donc, les autorités et les acteurs sont mobilisés. Ils vont mener des actions de sensibilisation visant la prévention et l'élimination des violences liées au genre. Sur le sujet, je vous propose un extrait de l'intervention du Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga. Il est au micro de Kadoudia Toukone et Sidi Kibalou. Comme son nom l'indique, l'ORTM, c'est la radio et la télévision publique du Mali. Si la radio a vu le jour en 1957, la télévision est venue 26 ans plus tard grâce à l'appui technique et financier de la Jamaïra arabe libyenne. Souvenez-vous que c'était le 22 septembre 1983 que la télévision malienne a été lancée avec l'appui inestimable de nos amis de la Libye. C'est l'occasion aussi de saluer les pionniers, à commencer par le ministre de la Communication de l'époque, Mme Gakou Fatouniang, avec comme directeur Younous Amey Diko. Et c'est l'occasion aussi de saluer, comme je l'ai dit, ceux qui étaient là pour assurer justement la télévision. On démarrait vers 19h, je crois, et on finissait vers 22h. Donc on faisait une bande programme qu'on diffusait, on appuyait le bouton qui est diffusé en continu pour minimiser les erreurs, et avec le journal qui était en direct, seulement le journal. Ainsi, un an après son inauguration, soit en 1984, la télé est dotée de nouveaux équipements. Alors, en plus de Bamako, elle étend sa couverture aux régions de Ségou en 1986, Koulikoro en 1989, Sikasso en 1990 et Mopti en 1993. Très vite, elle va miser sur l'information des populations. La télévision, depuis sa création, a privilégié la collecte et le traitement de l'information à travers des reportages demandés aux techniciens, puisque le travail journalistique est un travail d'équipe. Eh bien, c'était très lourd. La première caméra, on ne pouvait pas la porter pendant plus de 2 heures. Et le VTR, c'est-à-dire la machine, c'était presque 30 kilos. Tout ça pour vous dire que le travail d'équipe s'imposait, la compréhension mutuelle. Justement, c'est comprendre mutuellement pour relever les défis du fonctionnement de la télévision malienne. Des hommes en ont fait leur quotidien et on les appelle les pionniers de la télévision. Avec une volonté remarquable, ils ont su mener les premiers pas de notre télévision. Au lieu que ce soit la télévision, c'était de la radio filmée qu'on faisait à l'époque. Parce que j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. J'ai vu que les journalistes partaient faire le commentaire à la radio, venir après faire l'habillage, ce qu'on a appelé là-bas le jargon populaire là, faire de l'habillage. Or, ce n'est pas de l'habillage qu'on doit faire, on doit faire un montage. C'est-à-dire les personnels qu'on appelle technico-artistiques. Ça veut dire c'est les rédacteurs photo, les monteurs, les éclairagistes, les preneurs de son, etc., etc. Ça, vraiment, il y avait un manque. J'ai fait à peu près plus de 33 formations étant à l'ORTM. C'est l'ORTM qui m'a permis de faire toutes ces formations. Et ces formations-là m'aident énormément à faire le travail que je suis en train de faire. Parmi ces hommes qui ont su imprimer leur marque devant et derrière la caméra, on a l'ingénieur Soumeilou Diko, des journalistes comme Fatim Sidibé assurant ici la retransmission en septembre 1983 de la cérémonie de réception de la télévision, Baba Daga qui a présenté le premier journal télévisé, Djibril Mbodj, Sidikimfa Konate, Salif Sanogo et Bali Idrissa Sissoko. Au-delà des infos, d'autres se sont imposés à travers des émissions de divertissement. Zoumana Yoro Traoré. Maurice Soumano. Baba Sangare Grazi. Microphone Baba Sangare. Bonsoir au Mali, bonsoir en Afrique, bonsoir sur le reste de la planète. Ou encore Adama Kouati alias Baron. Une nouvelle tête qui, elle aussi, va monter pour la première fois sur ce plateau des Étoiles du Mali. Elle s'appelle Tening Kouyaté. Les débuts ont été extrêmement difficiles. J'ai dû apprendre.
jusqu'à ce que je puisse trouver ma voie. Lorsque mon aîné, paix à son âme, Thierno Ahmad Cham, est tombé malade, on a eu recours donc à mon service. C'était une mise en boîte prête à diffuser. Donc j'enregistrais l'émission pas dans le studio, mais à l'extérieur. C'était une première. Top Étoile qui a été d'abord un vecteur, un propulseur de la musique malienne au devant de la scène internationale. De septembre 1983 à nos jours, la télévision malienne a fait du chemin et d'autres hommes œuvrent à maintenir les caps en dépit des difficultés du moment. Avant, on était avec des équipements lourds, un seul plateau, où on avait le journal, les autres émissions qui étaient en préparation, les productions. Les choses ont vraiment évolué. Et la télévision malienne, aujourd'hui, c'est environ plus de 100 agents. On a un plateau pour le journal de 20 heures, mais également un plateau pour la production et la diffusion. On a un plateau qui est en phase d'être achevé, et qui va nous permettre donc d'avoir 3 plateaux et avec la nouvelle technologie, la technologie dernière génération. De l'actuel directeur général, Hassan Baba, que je félicite d'ailleurs en tout cas pour son leadership, sa clairvoyance et sa résilience aussi, parce que diriger une maison comme l'ORTM n'est pas du tout évident, et Dieu merci, il tient bon la barre. La perspective pour nous, en tout cas, à la direction de l'ORTM, c'est de pouvoir inaugurer avec les autorités de la transition ce qu'on a appelé la tour de l'ORTM. La tour de l'ORTM est basée à Kati-Sananfra. C'est vraiment un bâtiment futuriste de 8 étages avec toutes les commodités, nous espérons, avec surtout des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, avec des chaînes de télévision et un taux de couverture de près de 90% du territoire national, l'ORTM joue pleinement sa partition dans l'avènement du Mali courant. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là le grand format sur les 40 ans de la télévision malienne. Il est réalisé dans le cadre de la Journée mondiale de la télévision, célébrée chaque 21 novembre. Reportage signé Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly. En 3e région, les travaux de rénovation du stade Babemba Traoré de Sikasso se poursuivent normalement. Le constat est fait par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Le ministre Fomba s'est aussi rendu à la direction régionale de la jeunesse et des sports où il a eu un cadre d'échange avec la jeunesse. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Doulou. C'est le stade Babemba Traoré de Sikasso qui a constitué la première étape de cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ici, les travaux de rénovation avancent normalement. La rénovation de ces stades-là doit nous permettre d'avoir une certaine homologation par rapport aux compétitions. Donc il faut être sûr que tout ce qui est fait se fasse dans les normes. Et je pense que dans ce cadre-là, nous avons insisté auprès de l'entrepreneur par rapport à cela. Je pense qu'avec Madame le gouverneur, également, elle a beaucoup insisté là-dessus et nous allons faire un suivi, et elle aussi de son côté ici, pour que les délais qui sont fixés soient des délais qui soient respectés. La délégation conduite par le ministre s'est également rendue à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Sikasso qui abrite la radio Voix des Jeunes. Après avoir visité cette structure, le ministre a échangé avec la jeunesse sur la vision de son département. Il est important que nous puissions nous assurer que la jeunesse qui doit prendre sa responsabilité soit une jeunesse qui est consciente. Cette conscience, nous devons y travailler au niveau du département. Et c'est dans ce cadre-là que je me permets quand même de parler avec eux, de leur parler des priorités du département, des priorités du gouvernement, mais aussi et surtout du rôle qu'ils doivent jouer et comment eux ils voient ce rôle-là, comment ils voient la résolution de certaines crises, de certains conflits ici. Les préoccupations évoquées par les jeunes de Sikasso sont relatives à l'obtention de tatamis pour les arts martiaux, la construction d'une maison des jeunes et la lutte contre la consommation de stupéfiants par les jeunes.
Le budget prévisionnel du Bureau de restructuration et des mises à niveau des entreprises industrielles pour l'année 2024 est de 274 millions de francs CFA. Ce chiffre est donné à l'occasion de l'ouverture de la 16e session ordinaire de la structure Batraouri. Les différentes crises multidimensionnelles ont sérieusement impacté les activités du BRNM, Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles au cours de l'année 2023. Ainsi, pour une prévision budgétaire en recette de 279 millions de francs CFA, la structure n'a pu mobiliser que 157 millions, ce qui donne un taux de réalisation de 56%. Au cours de la même période, le bureau a enregistré un taux d'exécution budgétaire de 87%. On a une prévision budgétaire de 274 millions environ pour l'année 2024. On avait prévu de sensibiliser le maximum d'entreprises pour qu'ils adhèrent au programme. Pour ceux qui ont adhéré, on prévoit faire leur pré-diagnostic. Et chez les pré-diagnostics éligibles, on fait leur diagnostic stratégique global. Et l'entreprise qui désire bien, qui dispose des ressources, on va l'accompagner dans la mise en œuvre de ces plans de restructuration et de mise à niveau. Au titre de l'année 2024, le budget du BRNM s'articule autour de son programme d'activité 2024 dont les actions essentielles sont notamment les actions de sensibilisation, de communication, de pré-diagnostic, de diagnostic stratégique, de suivi et d'adoption, de la mise en œuvre du programme de relance numéro 2, conformément à la lettre numéro 62 du ministre de l'Industrie. Le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles est une structure relevant du ministère en charge du commerce. Sa mission essentielle est de promouvoir la compétitivité des entreprises industrielles afin de booster leur production. Tenue des travaux de la deuxième session du comité de pilotage du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. Les détails avec Boubacar Kanouti. Cette deuxième session du comité de pilotage du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, a été un tremplin pour les acteurs intervenant dans 4 domaines de son champ d'intervention, à savoir la filière bétail, viande, les filières qualité, manque et horticulture. Sa politique vise à accompagner de façon efficiente les acteurs de la chaîne des filières ciblées pour permettre d'avoir une valeur ajoutée. À court et long terme, l'objectif de PACAO, c'est de pouvoir accompagner les acteurs des filières sélectionnées, à savoir la filière mangue, la filière qualité, la filière bétail-viande, pour pouvoir améliorer la production, améliorer la qualité des produits et aussi faciliter l'exportation des produits au niveau de la sous-région et au niveau international. Pour le Mali que pour l'Union européenne, le développement des chaînes de valeur est essentiel. Il est essentiel pour la contribution des chaînes de valeur au secteur privé, à la création d'emplois, à la compétitivité des produits, à leur qualité, à la sécurité alimentaire, à la formation professionnelle, aux compétences et à l'expertise technique. Cet accompagnement du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO Mali, est salué à sa juste valeur car il permettra à coup sûr de booster les potentialités dont le pays regorge et faciliter l'employabilité des jeunes. Du programme indicatif régional 11e fête Union européenne, Afrique de l'Ouest, et son coût global est estimé à 5 200 000 € pour les 2 volets, notamment le volet filière et le volet délit programme. Le PACAO est un programme régional qui couvre la Mauritanie et les 5 pays de la CEDEAO. Mission de communication du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL, dans la région de Koutiala. Compte rendu, Brahima Kouni. Après 5 ans de mise en œuvre, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali PADEL-M a un grand nombre de bienfaits dans la région de Koutiala, d'où la capitalisation de ses acquis à travers cette mission de communication terrain qui a commencé dans la ferme agricole de Drissa Koulibaly, 6 à Wolosso. Le PADEL-M nous a aidé à mettre en place un champ école producteur de lait et de cultures fourragères. Ils nous ont bien formés en insémination artificielle animale. Dans la ferme de Bey Kamara à Wolosso, tout comme au parc à bétail de Alimata Traoré, aux étangs piscicoles de Aruna Sanogo à Sinzina, à l'unité de transformation du lait translait de Kokokoro et à l'unité d'insémination artificielle de Moussabougou, les résultats du PADEL-M sont probants. Avec le PADEL-M, ils m'ont financé 1,8 million
Les codes-parts, c'est 200 000. Le tout, ça fait 2 millions. J'ai réparé mes étangs avec ça et le travail s'améliore. L'unité de diffusion de la région de Koutiala, dont je suis le responsable, émane du CENIA, qui, avec l'appui des partenaires, met à notre disposition les ressources nécessaires pour la fonctionnalité de l'activité sur le terrain. C'est ainsi qu'avec le PADEM, on a pu vraiment augmenter le nombre de vaches inséminées. Sur le terrain, la mission composée des responsables communication du PADELM, des directeurs régionaux de Koutiala en charge des services vétérinaires, de l'élevage, de la pêche et des productions animales, a pu constater chez les bénéficiaires du projet le renforcement de la productivité et de la commercialisation des produits d'origine animale. En matière de production animale, vous avez observé beaucoup de métis sur le terrain. Donc ce sont des acquis de l'insémination artificielle que le projet a eu franchement à appuyer. Placé sous la tutelle du ministère de l'Élevage et de la Pêche, le PADELM est financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. La société coopérative simplifiée Cotonou-Rantala, des transformatrices de produits agroalimentaires de Togonasso et son partenaire financier Oxfam viennent d'organiser une rencontre de plaidoyer lobbying en faveur de l'opérationnalisation du Fonds national d'appui à l'agriculture et l'application correcte de la loi 052. On retrouve Brema Koni de ORTM Koutiala. Dans les communes de Guadikao, Zanfigué et bien d'autres de la région de Koutiala, les femmes sont confrontées à des difficultés de mise en œuvre de la loi 052, un faible accès à la terre et le non-accès au Fonds national d'appui à l'agriculture. C'est ce qui justifie l'organisation de cette rencontre de plaidoyer lobbying par la société coopérative simplifiée Cotonou-Rantala des transformatrices de produits agroalimentaires de Togonasso Skopska. Une rencontre qui vise à contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers le soutien à la chaîne de valeur soja. On demande à travers ce plaidoyer à ce que les autorités politiques et même administratives s'investissent pour que cette loi soit correctement appliquée, qu'on prenne en compte ce quota de 30% au minimum pour les femmes. L'opérationnalisation du Fonds national d'appui à l'agriculture devra contribuer à l'atteinte de l'objectif de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir l'accès des populations à une alimentation suffisante et de qualité. Le Fonds national d'appui à l'agriculture est un compte d'affectation spéciale créé dans le budget d'État et constitue une disposition majeure de la loi d'orientation agricole. Il est constitué de 3 guichets. Le guichet développement agricole, le guichet 2 qui est risque et calamité agricole et le guichet 3, le fonds de garantie. Cette journée de plaidoyer lobbying organisée grâce à l'appui financier de Oxfam contribuera certainement à une application correcte de la loi 052 et la loi sur le foncier agricole dans les communes de Guadikao et Zanfigué. À Ségou, l'ONG Cœur Mali lance officiellement le processus de digitalisation des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est à la faveur d'un atelier Honoré Tienou et Bassi Traoré. Il s'agit au cours de cet atelier de lancer officiellement le processus de digitalisation des associations villageoises d'épargne et de crédit VSLA. Pour cette digitalisation, Cœur Mali réunit les acteurs clés pour recenser leurs attentes et recommandations. C'est pour la promotion du portefeuille numérique. En tant qu'organisation apprenante et au vu de l'évolution du contexte actuel d'insécurité, le faible taux de bancarisation au Mali qui n'est que de 39% statistiques de 2023, et vu l'opportunité des nouvelles technologies et aussi le cadre législatif qu'offre le système décentralisé financier, nous avons estimé à Caire qu'il était opportun de lancer cette initiative de digitalisation des opérations des MJT. 2 jours sont mis à profit pour les membres du réseau d'échanger sur la viabilité sociale et économique du processus de digitalisation. Des échanges qui permettent à Cœur Mali de mieux sceller cette approche au bénéfice des femmes et filles. Cette digitalisation sera d'un apport capital pour elles. Elle s'inscrit en même temps dans le cadre de la stratégie du développement du système financier décentralisé,
la stratégie nationale d'inclusion financière du Mali, qui vise à améliorer l'accès au financement des femmes, des jeunes, des populations rurales et des promoteurs des petites et moyennes entreprises. Pour mettre à jour cette initiative, Care Mali est en collaboration avec certaines banques et caisses d'épargne sous le contrôle des ministères en charge de l'économie, du commerce et de la promotion de la femme. Toujours à l'intérieur du pays, les légitimités traditionnelles de Caille ont été reçues par le gouverneur de la première région, colonel-major Moussa Soumaré. Objectif, remercier les autorités de la transition et les forces d'armée et de défense pour avoir reconquis la ville de Kidal. Le point avec Kansotou Kanouté. Suite à l'écrasante victoire des forces armées et de sécurité maliennes sur l'ennemi qui s'est soldée par la reconquête de Kidal, ce vendredi 24 novembre 2023, 10 jours après, ce sont les légitimités traditionnelles avec à leur côté des autorités religieuses, politiques, des femmes leaders qui ont été reçues par le chef de l'exécutif régional. C'était un rêve pour les Maliens, mais un rêve qui est devenu une réalité grâce au dévouement, au courage et à la bravoure des autorités de la transition. Aujourd'hui, nous avons été fiers à partir de la reconquête de Kidal pour la souveraineté retrouvée, et fiers aujourd'hui parce que nous étions sur un terrain qui a encore fait renaître à nous vraiment la malianité. Je profite pour remercier au nom de toutes les forces armées maliennes et de sécurité les autorités de la transition, à commencer par le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette initiative de légitimité traditionnelle n'est point une surprise, selon le chef de l'exécutif régional. Quand il s'agit du Mali, Caille a été toujours en première position. Cela a été une fois de plus confirmé le 23 juillet dernier lors de la visite du président de la transition. À titre de rappel, le combat que nous menons aujourd'hui est la suite logique du combat qui a commencé ici. La bataille pour notre souveraineté, pour la résistance à la pénétration colonisateur a commencé à l'Ouro-Saboussiri. Et nous sommes toujours dans ce combat-là. Et Kidal annonce la libération totale et la souveraineté totale du Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, son gouvernement conduit par Dr Shogel Kokalamaïga et nos vaillants soldats ont été honorés à travers de très belles mélodies chantées par la troupe des griottes et celle des chasseurs de Caille. La musique est capable de donner de la force et de l'énergie, dit-on. La chronique Culture et Société nous fait voyager à travers une composition musicale. Il s'agit de Wale, de Modibo Diabaté, du groupe Danaya. Cette musique est utilisée pour entretenir le moral des soldats sur le front. C'est avec le regard de Abdoulaye Diombana, administrateur des arts. Le récit de Alpha Maïga. Autant la musique est capable de rassembler les gens, de créer du lien, de transmettre des émotions, autant la musique est capable de donner de la force et de l'énergie. Sangare l'a même chanté, Samro Louemi, Samro Louemi. Et ça, c'est un morceau de galvanisation des cultivateurs. Depuis les temps immémoriaux, la musique trouve un usage beaucoup plus distractif et est utilisé pour entretenir le moral des soldats sur le front. C'est vraiment pointu aujourd'hui que des artistes se mettent ensemble pour parler de notre armée, pour galvaniser notre armée. Cette chanson se range dans les œuvres épiques dédiées aux forces armées maliennes et de sécurité. Elle permet d'immortaliser les exploits des forces armées maliennes, surtout permet de les galvaniser dans leur lutte pour la défense nationale et contre le terrorisme. Cette chanson-là sur les instruments traditionnels, la valorisation des instruments traditionnels. Secondo, c'est des voix féminines qui sont mises en exergue. Et ça, c'est important parce que les voix féminines, c'est l'harmonie. Remercions nos femmes, nos braves militaires, de nous avoir restauré la paix, la souveraineté et la cohésion nationale. En musique, les correspondances sont uniquement faites pour harmoniser une chanson. L'harmonie pour galvaniser l'armée malienne. Ça veut dire quoi? C'est le mariage entre l'harmonie, c'est-à-dire la souplesse, l'art
et la force, parce que l'armée c'est la force, et c'est le mariage entre ces deux-là. Cette chanson est un outil de célébration des hommes et des femmes qui se sont distingués par la défense de la patrie malienne. Et tout comme les exploits de Soundiata Keïta ont été rendus par les chansons de Bala Faseke Kouyaté. Cette œuvre couronne aujourd'hui leurs descendants. Tout le Mali soutient l'armée d'une façon ou d'une autre. Nous, par notre manière, vous, par la communication, les artistes, par la musique. Donc, chacun, on est fiers de vous, l'armée malienne, on est vraiment fiers de vous. Projection de film ce week-end. Il s'agit d'une nouvelle série intitulée Polygamie, produite par le groupe Yeta TV. La série nous parle des réalités de la polygamie dans notre société. Souleymane Sidibé. Ces films nous retracent toutes les réalités de la polygamie dans notre société. Il est donc intitulé Polygamie et réalisé par le groupe Yeta TV. La série Polygamie relate un peu l'histoire de tous les jours, voilà, parce que quand on parle de polygamie par définition, la polygamie c'est avoir plusieurs femmes. Maintenant, la polygamie touche beaucoup de familles dans notre société. Et voilà, partant de ça, la série s'est inspirée de ça. Ce film éducatif est apprécié et accompagné par le département de la culture. Ce que nous avons vu ce soir vraiment mérite d'être félicité. Et nous encourageons l'ensemble des acteurs qui ont eu à participer à la réalisation de cette série. Le film contribue beaucoup à imposer la culture d'un pays qui est socle de développement. Vous pouvez suivre désormais la polygamie sur Yeta TV et sur ORTM1 très bientôt. Un film 100% malien. Bonsoir Silagatou Sissé. Bonsoir Salma Tandao. Très belle chemise. Merci beaucoup. Alors on était tous enthousiastes hier après la victoire et la qualification des Aiglonnais du Mali en demi-finale de la Coupe du Monde des cadets face aux Lionceaux du Maroc. Le groupe du Mali est focalisé sur son match face à la France. Oui, ce sera le mardi 28 novembre à 12h temps universel. France-Mali, le rendez-vous de toutes les attentions car au bout du compte, une place en finale de la Coupe du Monde des cadets. Le capitaine des Aiglonnais, Ibrahim Diarra, lance déjà un avertissement à la France. Je remercie le peuple malien pour cette victoire. On dit cette victoire, le peuple malien. Maintenant, on est content. Maintenant, on est droit à notre objectif. Avec les consignes des entraîneurs, on a pu casser les blocs et puis on a profité de cette victoire. Maintenant, Dieu merci, on va préparer le demi-finale comme les autres matchs. La suite, c'est contre la France. Ouais, c'est normal contre la France, c'est normal. Nous aussi, nous sommes le Mali. Cette demi-finale France-Mali est à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1 et la radio chaîne 2 95.2. Alors, Coupe de la Confédération, phase de groupe, le stade malien de Bamako en déplacement à Brazzaville a eu raison des Congolais de Diable Noir, 3-1. Oui, pour son entrée en lice dans le groupe D, le stade malien de Bamako n'a laissé aucune chance aux Congolais de Diable Noir grâce à des réalisations d'Amadou Traoré 4e, Yoro Diaby 10e et Issa Yakouba 41e minute. Donc 3-1 pour le stade malien de Bamako. Le stade malien se positionne justement dans ce groupe D avec 3 points plus 2. La Renaissance sportive de Berkane du Maroc a battu Sékou Kouné United d'Afrique du Sud 2-0. Lors de la deuxième journée, le stade malien de Bamako reçoit les Marocains de Berkane le 3 décembre ici à Bamako au stade du 26 mars.
Championnat national de Ligue 1, 2 matchs ont lieu ce dimanche au compte de la 5e journée. Binga FC s'impose 1-0 devant les 11 créateurs de Nyarela et remonte la pente avec 7 points. Le COB perd 1-0 face à l'AS Police. Hier, on signale le succès de l'AS Real, du Djoliba AC, de l'ASCO, de l'Union Sportive de Bougouba et de l'AS Bakarijan de Baraouli. Le match Stade Malien de Bamako, Union Sportive de Bougouni est reporté. Direction Sikasso, lancement hier de la première édition du cross scolaire et universitaire en présence de plusieurs personnalités. Tout à fait. Ce cross a été piloté par la Fédération malienne du sport scolaire et universitaire en collaboration avec le réseau national de la jeunesse du Mali. C'était à Sikasso en marge du 6e forum national des jeunes femmes élues et filles leaders du Mali. Vous aurez le compte rendu demain lundi dans l'émission Score avec un de nos correspondants régionaux à Sikasso, Moustapha Doumbia. Merci Sidagatou. Je vous en prie. À suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité sur la contribution des communautés dans la reprise de Kidal par l'armée. Ces communautés qui soutiennent l'armée et dévouées à la cause de la nation malienne appellent à la cohésion sociale et à l'unité nationale. C'est un débat animé par Sira Bachili. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et retrouvez demain 13h à Wadit Makamara et à 20h Mariam Kone. Bonne suite de programme.